Bonjour, figurez-vous que je sors tout juste d'une affaire d'usurpation d'identité. Et oui, même de nos jours, cela arrive encore. Un algorithme s'est fait passer pour moi et a essayé de voter à ma place aux élections locales. La police l'a retrouvé, mais là où ça a été un peu compliqué, c'est quand nous avons dû faire comprendre à cet algorithme qu'il n'était pas moi. Le pauvre, ce n'était tout de même pas sa faute s'il avait été programmé pour penser comme moi. Bref, la sécurité c'est important. Il est dans votre intérêt que n'importe qui ne puisse pas se servir directement dans votre compte en banque ou encore lire vos messages. C'est pourquoi les informations sensibles, comme les transactions bancaires, sont chiffrées, c'est-à-dire qu'elles sont remplacées par des données très difficiles à décoder par le premier venu. Plus généralement, lorsque A cherche à communiquer de façon sûre avec B, il y a 3 points importants. L'authenticité, c'est-à-dire prouver que c'est bien A qui parle, la confidentialité, s'assurer que seul B peut le lire, et finalement l'intégrité, vérifier que les données n'ont pas été modifiées pendant la transmission. Regardons de plus près en quoi consistent les algorithmes de signature qui permettent de garantir l'authenticité. Par exemple, dans le domaine des jeux vidéo, c'est Nintendo qui a été le premier à implémenter des algorithmes de signature pour limiter la contrefaçon. Ainsi, dès 1985, chaque jeu produit par Nintendo était signé numériquement à partir d'une clé secrète de signature, sous la forme d'un nombre que seul Nintendo connaissait. Ainsi, lors de chaque lancement de jeu, la console vérifiait cette signature grâce à un algorithme simple. Si la signature était valide, le jeu était lancé, sinon le jeu était rejeté par la console comme n'étant pas authentique. Cela avait un intérêt commercial, car un développeur devait obtenir la signature de Nintendo pour pouvoir commercialiser son jeu, et c'était également une sécurité, car des fichiers corrompus auraient pu endommager la console. Comprenez bien que si vous connaissiez la clé de Nintendo, vous pouviez contrefaire les signatures pour n'importe quel jeu. C'est pourquoi elle devait rester un secret absolu. Bon, vous allez me dire que cette clé, après tout, ce n'est qu'un nombre et qu'il suffit de tous les tester. Mais en pratique, c'est impossible. Au début des années 2000, ils utilisaient déjà des clés de 2048 bits, c'est-à-dire des nombres énormes de plusieurs centaines de chiffres. À cause du temps nécessaire pour tester une clé de signature, même 1 milliard d'années n'aurait pas suffi à toutes les essayer. C'est pour cela qu'on considérait alors que la sécurité du système était plutôt raisonnable. Parmi les humains qui étudient les algorithmes de signature, on distingue 2 catégories de personnes. Les cryptographes, qui construisent les algorithmes de signature et tentent de prouver leur sûreté, et les cryptanalystes, qui essayent d'en identifier les failles et de les exploiter. Ces 2 communautés s'affrontent en permanence. D'un côté, un cryptographe doit envisager tous les cas possibles afin de concevoir un système difficile à percer, tandis qu'il suffit au cryptanalyste de trouver une seule faille, un cas non envisagé, qui lui permettra de défaire le système. Comme nous l'avons déjà vu dans un épisode précédent, envisager tous les cas possibles n'est jamais chose facile, ce qui complique énormément le travail des cryptographes. Il existe de nombreuses techniques prouvées, chacune ayant néanmoins ses limites. Mais comme nous allons le voir, les failles peuvent parfois avoir une origine bien plus simple. Prenons ce vieux cas d'école en 2011. Pour la PlayStation 3, le constructeur Sony avait choisi un algorithme de signature tout à fait sûr, reposant sur un concept mathématique complexe appelé courbe elliptique. Dans la spécification, il était bien mentionné qu'à une certaine étape, l'algorithme devait choisir un nombre au hasard. Mais suite à une erreur humaine critique dans l'implémentation, c'était toujours le même nombre qui était choisi. Ainsi, des petits malins ont pu, en résolvant une équation mathématique très simple, récupérer la clé secrète de signature de Sony. C'était très grave. Toute la sécurité de la PlayStation 3 était corrompue. N'importe qui pouvait faire passer son programme comme authentique et validé sur la console. Les conséquences pour Sony ont été assez importantes, car cette clé volée a permis de pirater la console. En effet, comme il devenait possible de lui faire exécuter n'importe quel programme sans passer par une validation du constructeur, certains ont pu y implanter des programmes leur permettant de récupérer les données des jeux et ensuite d'en créer des copies contrefaites. Alors qu'il s'agit ici seulement d'une console de jeu, les failles de sécurité peuvent avoir des conséquences plus dramatiques lorsqu'elles permettent de contrôler des engins à distance, un peu à la manière d'Aiden dans le vieux jeu vidéo de 2014, Watch Dogs. Dès 2011, plusieurs chercheurs ont révélé au public avoir trouvé des failles dans certains modèles de voitures, leur permettant de couper les freins sans même avoir besoin d'être à proximité de la voiture piratée. 2 années plus tard, en 2013, l'attaque s'est généralisée à d'autres modèles, permettant un contrôle encore plus complet des engins. C'est ainsi que des chercheurs américains ont pu télécommander et donner n'importe quelle instruction au véhicule, que ce soit mettre la ventilation au maximum ou foncer dans un ravin. Et malgré les avertissements de plus en plus importants, notamment autour des années 2015, les constructeurs ont préféré concentrer leurs moyens à proposer plus de fonctionnalités dans leurs nouveaux modèles plutôt qu'à les sécuriser. Ce qui a amené à la grande panne de 2019, dans laquelle 23% du trafic mondial s'est arrêté d'un coup, laissant de nombreux passagers perdus au milieu de la route. Tout cela est devenu possible car en connectant tous les objets à un grand réseau, on a progressivement abandonné la sécurité physique au profit de la sécurité numérique. Au lieu de briser une serrure, il s'agissait de casser une protection algorithmique,
chose qu'un pirate pouvait faire tranquillement depuis son canapé. Heureusement, maintenant ça ne peut plus se produire. En effet, tous les réseaux de télécommunications sont sécurisés, vu que tout utilisateur, humain ou algorithme, doit être parfaitement authentifié avant d'y avoir accès, au moyen d'une clé quantique basée sur des chaînes de photons. Maintenant que j'y pense, si quelqu'un peut usurper mon identité, ça signifie que... Oubliez ça. Voilà, l'algorithme qui a généré le script de cette émission touche à sa fin. Pour la prochaine fois, il vous prépare des données à propos du Big Data. Fin de fichier.